Aujourd'hui, votre marque, c'est plus ce que vous dites qu'elle est en tant que marque, c'est ce que les gens disent qu'elle est. Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce second rendez-vous LEW. Le but de ces rendez-vous, c'est d'évangéliser, on va dire, sur les bonnes pratiques du marketing digital et tous les sujets connexes qui vont autour du marketing. Aujourd'hui, on va parler plus précisément du marketing d'influence 2.0, avec finalement lié à une étude qui a été faite très récemment donc par Tracker, qui a été décryptée par Delphine Reynaud ici présente, qui vient de Londres quand même, il faut le souligner, et Brian Solis, qui est donc analyste chez Altimeter. Donc ça va être vraiment en lien avec cette étude aujourd'hui. Donc avec moi Delphine Reynaud, qui est donc directrice marketing EMEA chez Tracker, qui est donc une plateforme de marketing d'influence, une plateforme qui permet donc d'identifier notamment les influenceurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous interrompre. On va parler de l'état des lieux du marketing d'influence, des bonnes pratiques, des tendances en 2017. Pour poser un petit peu les jalons, Delphine, on va dire ce que c'est finalement que le marketing d'influence et sa définition en fait au global. C'est quoi pour toi le marketing d'influence? Aujourd'hui, on le sait, les gens n'ont plus tellement confiance dans les marques, ils n'ont plus confiance dans les politiques. Donc il y a vraiment une très très forte perte de confiance des individus envers les entreprises et les messages de l'entreprise. Par contre, les gens font confiance aux gens. C'est rien de nouveau, ça a toujours eu lieu. Quand Ipsos faisait ses études sur la confiance, et ils font toujours d'ailleurs, on s'est toujours rendu compte que les gens qui avaient le plus d'impact sur la décision d'achat d'autres personnes, c'était la famille et les amis. Et quelque part aujourd'hui, ça, avec l'avènement des médias sociaux, ça a explosé sur toute autre échelle, de par l'avènement des médias sociaux qui diffusent cette information et permettent aux gens d'échanger. Et donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des gens qui en ligne ont un impact beaucoup plus significant que d'autres sur des sujets spécifiques. Et on avait fait une étude de Tracker il y a déjà 2014 où on avait à peu près on avait identifié que 3% des individus conduisaient, menaient à peu près 90% des conversations sur un certain sujet. Donc ça, c'est un petit peu un état des lieux, c'est un petit peu la situation aujourd'hui où on en est. On a fait un petit slide avec les définitions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, le marketing d'influence, c'est tout nouveau ». Non. L'influence, elle est définie par le dictionnaire, personne ne l'a inventée. C'est la capacité à avoir un impact sur quelqu'un ou sur quelque chose. Dans le Larousse dit une action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc un influenceur, c'est une personne ou un groupe de personnes qui a un potentiel supérieur à la moyenne d'influencer des décisions, des comportements, des façons de penser. Et aujourd'hui, bon, là j'ai mis la définition de WOMA, puisque WOMA c'était une des premières associations qui s'intéressait au bouche à oreille, le word of mouth, parce que quelque part c'est ce qu'a permis les réseaux sociaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce word of mouth, ce bouche à oreille qui était quand les gens se rencontraient, se parlaient. Aujourd'hui, il est sur les réseaux sociaux. Dans le marketing d'influence, quelque part, c'est la discipline qui va essayer de générer des activités pour mettre à profit cette influence et amplifier le message de sa marque. Et l'idée aussi, bien entendu, du marketing d'influence, c'est qu'à la place d'essayer de parler à tout le monde, on essaie de parler aux gens qui sont vraiment notre cible assez poussée pour communiquer ce message-là. Pour moi, les influenceurs, quelque part, génèrent ce que les médias sociaux et le digital génèrent, sauf que quand on le regarde du point de vue de l'influenceur, on le regarde sur les gens qui ont le plus d'impact. Les influenceurs, ça peut être vos clients, ça peut être vos employés, ça peut être vos partenaires, les influenceurs traditionnels, les journalistes, les académiques, ça peut être vos investisseurs, ça peut être votre PDG qui est pris dans la rue à courir tout nu, ça s'est passé, et qui s'est retrouvé sur les médias sociaux. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans cette question de l'influence. Et bien sûr, c'est un petit peu l'enjeu des entreprises aujourd'hui,
parce que quelque part elles ont perdu le pouvoir sur le contrôle de leur message. Et on dit, c'est pas moi qui le dis, c'est un gros opinion leader américain qui dit aujourd'hui votre marque c'est plus ce que vous dites qu'elle est en tant que marque, c'est ce que les gens disent qu'elle est. Et ça c'est vraiment le changement qu'a amené les médias sociaux, où avant la marque créait un message, le diffusait et terminé. Le jour où il y a eu le digital, les gens reviennent vers elle, ah mais tu dis que tu es organique, que tu l'es pas, mais tu... Donc tout d'un coup, et le marketeur ne sait pas trop comment faire face à ça, parce qu'à la base, le marketeur a fait du marketing direct, etc. Donc c'est que du poussé vers l'extérieur. Il n'y avait jamais vraiment de retour individuel. Donc ça, c'est le marketing. Et puis on a pris la définition aussi du docteur Constance Alex Brown, qui s'occupe des relations influenceurs pour Dell à l'international, et qui dit c'est l'art de créer du capital social entre une marque et des experts indépendants grâce à la création de relations fortes et de confiance fondées sur des objectifs partagés, des valeurs communes et une authenticité sans faille. Et je voulais insérer cette définition parce qu'aujourd'hui tout le monde parle du marketing d'influence en disant tout et n'importe quoi. On paye une macro-célébrité sur les médias sociaux pour poster un post Instagram. Donc ça peut être Cristiano Ronaldo ou une grosse... Nous, pour nous, c'est pas vraiment du marketing d'influence. Pour nous, on ramène ça de la publicité. Sauf qu'à la place que ce soit des organisations, des médias qui le font, c'est des individus. Mais quelque part, c'est de l'achat publicitaire. Et donc, il y a plein d'enjeux autour de ça aussi, parce que les institutions de régulation demandent de plus en plus aux influenceurs de mettre un hashtag SP pour sponsoriser, pub pour publicité. Donc, il y a plein d'enjeux. Et c'est de nouveau, on touche un petit peu à cette confiance que les marques essaient de générer, qu'elles ont beaucoup de mal, qui appartient aujourd'hui plus aux individus. Sauf que si je paie quelqu'un pour dire ma marque elle est super, alors que la personne ne pense pas forcément, de nouveau cette confiance se trouve un petit peu entravée. L'influence, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup d'amalgames. C'est ça. Qui peut être fait autour de ça. Popularité ne veut pas dire influence et vice-versa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes populaire, par exemple, sur les médias sociaux, que vous êtes influent. En fait, ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, sans le citer, on a des indicateurs qui permettent justement d'avoir une sorte d'indice d'influence. Ce n'est pas un indice d'influence, c'est un indice de popularité. Parce qu'en fait, on ne tient pas en compte de la sémantique, en fait, de la sémantique et aussi de la qualité, en fait, des interactions. Et ça, c'est assez dommage, parce que si vous êtes populaire sur les médias sociaux, vous ne serez pas forcément influenceur, vous ne serez pas forcément un levier marketing pour une marque. Parce qu'un influenceur, c'est ça aujourd'hui, c'est un véritable levier, c'est une personne qui va pouvoir faire résonner en fait votre contenu et qui va pouvoir, entre guillemets, aller prêcher, on va dire, la bonne parole auprès d'autres communautés. De plus en plus de marques vont se tourner maintenant vers des micro-influenceurs, avec des tailles de communauté moins importantes justement que des macro-influenceurs. Et en fait, c'est ce qu'on fait de sa communauté, c'est la puissance de la résonance qu'on peut avoir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, un influenceur, il peut effectivement, comme le dit Delphine, avoir 1 million de followers. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a de l'engagement derrière, est-ce qu'il y a des interactions, et est-ce que c'est réellement un levier marketing pour une marque, chose qui n'est pas forcément le cas. Donc c'est vrai que les micro-influenceurs sont de plus en plus plébiscités par les marques parce qu'elles ont justement cette puissance, cette puissance d'avoir justement de l'engagement et de créer des partenariats, on va dire, de plus de proximité avec leur communauté. Et puis ça se comprend, si tu as 3 millions de followers sur Twitter, si tu veux engager avec tout, garder un niveau d'engagement convenable, ben, tu as intérêt d'embaucher des gens. Quand le tracker est sorti, c'était assez révolutionnaire à l'époque. Et d'ailleurs, ça avait été repris par Brian en 2011. On a 3 scores en gros pour faire notre score d'influence. On prend en compte la portée, la résonance et la pertinence. On les appelle les 3 R, Reach, Resonance, Relevance. Dans notre algorithme, c'est la pertinence qui a le plus de poids. Le deuxième, c'est la résonance, c'est l'engagement que tu génères. Et la portée dans notre algorithme, c'est le 3e score qui rentre en compte et c'est le moins important en fait.
Donc ce n'est pas une question de popularité, c'est une question de pertinence et de résonance. Est-ce que tu vas générer de l'action? Quand je vois, ils ont, je ne sais plus, il y avait eu un article, je crois que c'était le Petit Digital, il disait qu'un Instagram, un post Instagram de Cristiano Ronaldo, je ne sais plus avec quelle marque de montre de luxe c'était, ça partait les prix de 250 000 $ pour un post. Pour moi, c'est jeter ton argent par la fenêtre. Pourquoi? Parce que est-ce que tu crois que les gens ils vont avoir une conversation en disant hey, je vais acheter telle montre parce que tu as vu Cristiano Ronaldo, il l'a. Est-ce que les gens qui suivent Cristiano Ronaldo, ils ont les moyens de se payer une montre? C'était pas Patek, mais c'était dans le style. Donc, oui, tu vas le faire parce que c'est ces espèces de muses, ces espèces d'égéries, d'ambassadeurs de marque que tu prends. Et je me souviens, moi, à mon époque, dans les années 90, il y avait la fameuse histoire de Britney Spears qui s'était fait payer une fortune pour faire les publicités Pepsi-Cola et qui a été pris en photo avec un Coca-Cola dans la main. Le manque de crédibilité, dont justement, c'est ce côté des célébrités où on s'est associé un petit peu à la marque. Mais le marketing d'influence, Coco Chanel, elle faisait du marketing d'influence. Elle avait créé un réseau de gens qui avaient de l'influence à Paris, dans le milieu, et c'est ces gens qui devenaient les ambassadeurs de sa marque. Donc, l'influence, elle a toujours été là. Par contre, aujourd'hui, avec les médias sociaux, elle a complètement explosé. Et de fait, elle est beaucoup aussi moins gérable, parce que quelqu'un qui a un avis négatif, avant, il te téléphonait, il te le disait, il appelait ta ligne pour parler. Aujourd'hui, il va sur Twitter. Sauf que quand il va sur Twitter, tout le monde le voit. Et c'est pour ça que c'est intéressant, là, surtout l'influence, parce que tout est en train de changer, d'évoluer, et les individus, de par les médias sociaux, ont de plus en plus d'impact sur les marques en les poussant à être plus responsables socialement, à être plus transparents. Mais à la base, la question de la confiance et de la transparence, pour les marketeurs, c'est complètement alien. Pas du tout pour les relations publiques, qui, elles, ont eu l'habitude de développer des relations un à un avec des journalistes et d'entretenir ces relations, de pas seulement leur parler quand il y a des campagnes. Donc, on sait qu'à tout moment, le journaliste risque de contacter. Influenceur, on le devient pas. Par la force, je dirais, c'est un peu par la force des choses aussi. Après, c'est plutôt dans la manière de les aborder, de savoir qui on va contacter et comment. C'est plutôt ça. Et il y a une chose à savoir, c'est qu'il faut tout d'abord, et Tracker le fait très très bien, c'est d'arriver aussi à segmenter et de catégoriser en fait justement les influenceurs. Parce qu'il y en a plusieurs catégories. Il y a 4 grandes catégories. Il y a les youtubeurs en général, les youtubeurs populaires. Il y a les experts social media, il y a les blogueurs et il y a les célébrités qui ne sont pas forcément, effectivement, qui ne vont pas faire partie de votre marché, des influenceurs qui vont être pertinents pour vous, effectivement. Mais ça, je dirais que c'est le b.a.-ba, c'est le travail à faire, justement pour savoir, pour aller chercher ces leviers, ces fameux leviers marketing. C'est de les catégoriser, de faire une certaine cartographie, entre guillemets, pour les identifier. Le problème qu'ont les entreprises, c'est que la collaboration cross-fonctionnelle dans les grandes entreprises, où tout est divisé, toi tu fais des RP, tu es classé là, toi tu fais du marketing digital, tu es classé là, toi tu fais de la corporate communication, tu es classé là. Tout d'un coup, pourquoi? Parce que tes influenceurs peuvent un impact, tes différents types d'influenceurs. L'influenceur qui va avoir un impact sur tes médias sociaux, c'est pas forcément ces clients contents qui vont avoir de l'impact sur ton service client, sur tes autres clients, et qui vont générer la recommandation. C'est pas les mêmes personnes. Et là, ça devient compliqué parce que des fois, tu vas avoir 3 départements d'une même entreprise qui contactent la même personne sans s'être parlé. Et c'est ça, les médias sociaux. Ils sont en train d'exploser l'entreprise dans son centre. C'est ce qu'on appelle le social business. Quand j'étais community management à l'époque, c'était l'enfer. Il fallait que je parle à tout le monde. Quand il faut que je réponde rapidement à quelqu'un sur les médias sociaux, j'étais obligée de parler à de nombreux départements. Donc j'avais un truc complètement transversal. Il faut se rendre compte, en fait, quand on est community manager, qu'on va parler à tout le monde. Ça va pas être très light, on va pas juste uniquement diffuser, c'est qu'il va y avoir justement le but de l'opération, c'est qu'il y ait des interactions et qu'il y ait de créer de l'engagement. Donc en fait, il va falloir s'adresser absolument à tout le monde. Les médias sociaux, ça impose dans l'entreprise une remise en question. Quand on parle des influenceurs, on parle de ces gens sur les médias sociaux. Moi, j'appelle un petit peu la crème
Pour moi, le marketing d'influence, c'est un petit peu la crème des médias sociaux. Parce que si tu arrives à faire marcher ça, tu as beaucoup de chances que la masse de tes médias sociaux marche bien. Parce que tu as des gens qui deviennent des intermédiaires. Par contre, on se rend compte aussi, c'est que quand on demande aux dirigeants du marketing des grandes entreprises ce qu'on peut faire avec le marketing d'influence, on a des résultats assez surprenants, qu'on retrouve avec relativement peu de disciplines du marketing finalement, d'activités. Souvent, une activité de marketing, elle peut avoir un impact sur 2-3 objectifs. Là, on passe quand même de la recommandation de la marque à la satisfaction client, à la génération de leads, à gérer la réputation, à atteindre de nouvelles audiences très ciblées. C'est riche. Et le marketing d'influence vraiment a des objectifs potentiels très très riches. Et c'est pareil, tes indicateurs clés de performance, si tu essaies de gérer ta réputation ou si tu essaies de générer des leads pour ton site, ça ne va pas être les mêmes indicateurs que tu vas regarder. Tu ne vas pas faire les mêmes activités, tu ne vas pas vouloir la même chose au final et tu ne vas pas le mesurer de la même manière. D'ailleurs, en parlant d'engagement, je ne sais pas si vous avez vu, je n'en ai pas parlé, oui. Mais voilà, il y a le hashtag rendez-vous LEW si vous avez des questions, des opinions sur Twitter, même sur Facebook d'ailleurs, il est valable, le hashtag, vous pouvez. Quand on a demandé aux entreprises pourquoi il y avait de la difficulté à déployer le marketing d'influence à échelle, on a eu les ressources insuffisantes, des données de retour sur investissement, disponibilité, le manque de technologie, le manque de compétences pour exécuter. C'est qui s'occupe de mes relations influenceurs? Pour moi, il y a 2 types d'individus qui, par essence, ont de la facilité avec cette discipline. C'est les RP, forcément, cette habitude dans le travail de développer des relations. Mais il y a aussi le community manager, parce que effectivement, tous ces gens, ils lui parlent. Ça, c'est une question très importante, c'est qui c'est qui gère en interne les relations influenceurs. Et c'est pas clair. Je suis comme Delphine, parce que moi j'ai commencé aussi par le community management, et en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de lien, effectivement, avec le marketing d'influence, pourtant il y en a, au sein des entreprises. Et c'est ça, en fait, c'est ce lien qu'il faut arriver à créer, parce que le community management, c'est pas que publier, ce n'est pas que créer des publications jour au jour, c'est aussi aller créer de l'engagement, créer de la relation, justement avec des futurs prospects, ou des futurs consommateurs, des futurs lecteurs, etc. etc. Le community management a son importance et c'est un véritable métier, effectivement, et il faut qu'il soit pris en compte, il faut que le community manager soit formé, je dirais à minima, pour cette partie vraiment influence 2.0, et même la partie, on en parlait tout à l'heure, la partie relation presse digitale, parce que elle fait partie intégrante aujourd'hui d'une campagne d'influence. L'utilisation du contenu généré par les utilisateurs, de le repartager, c'est super clé. C'est une grosse tendance d'ailleurs, la co-création de contenu. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est la promotion qui sera, on va dire, double, parce qu'elle va être amplifiée, et ça va donner une résonance en fait au contenu. Donc en fait, c'est un vrai gain de temps pour les deux. Donc quelque part aujourd'hui, le fait de co-créer apporte vraiment une plus-value justement dans un programme de marketing d'influence. Ça fait partie des tips qu'on vous donne qui est important, qui est une vraie tendance. De nous avoir écoutés. Merci à Delphine Ridoux, j'espère que vous avez appris des choses sur l'état des lieux du marketing d'influence. Voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et puis on a aussi l'étude qui a été réalisée par Tracker et Brian Solis. Elle est disponible sur Social Media Optimization, le blog de LEW. On écrit très régulièrement sur les sujets de l'inbound marketing et du web social. Et si ce n'est pas fait, je vous invite à liker la page fan Les Experts du Web.